Lundi 10 décembre 2018, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Voici les titres. La conférence des partis sur les changements climatiques se poursuit à Katowice, en Pologne. Le bilan à mi-parcours de la rencontre avec notre envoyé spécial William Tchoki. La corruption est un crime qui freine le développement d'une nation. À l'occasion de la journée de lutte contre ce fléau, les jeunes sont mis à contribution pour l'éradiquer au Bénin. Le continent africain dispose d'assez de potentialités dans le domaine énergétique et pourtant on assiste à un déficit. Des réflexions se mènent pour le développement de l'électricité sur le continent. Conférence des partis sur les changements climatiques, la rencontre a examiné les moyens concrets d'aider les pays à affronter les déplacements massifs causés par les effets du changement climatique. L'Afrique, pour sa part, plaide pour une feuille de route claire en faveur du continent. Le bilan à mi-parcours de la COP24, c'est avec William Tchoki depuis Katowice. Déjà une semaine de négociations sur le climat, 7 jours d'intenses discussions et parfois de rudes tractations entre les différentes parties. Les travaux avancent certes, mais il y a toujours des points d'achoppement, nous explique ce négociateur africain. Donc quand vous vous retrouvez dans une négociation comme ça, on ne s'est jamais aussi retrouvé dans cette négociation. On se trouve jusqu'aujourd'hui, on se trouvait dans des négociations où on avait plus à gagner quand même qu'à perdre. Mais cette fois-ci, parce qu'on a tous pris des engagements à Paris, et qu'on l'a ratifié, donc que les États-Unis soient dedans ou pas dedans, le Bénin a ratifié sa CDN. Donc le Parlement béninois va demander au gouvernement de rendre des comptes. Et le gouvernement ne pourra pas évoquer le fait que les États-Unis ne soient plus dans l'accord parce que nos engagements maintenant ont été ratifiés au Parlement. Non, donc on aura des comptes à rendre au niveau national, le Parlement demandera de rendre des comptes, et puis au niveau de la communauté internationale. C'est une question d'intérêt entre les pays signataires de l'accord de Paris. Ici, à Katowice, les pays développés préfèrent cet accord à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Cette dernière serait plus contraignante alors que l'accord de Paris met tous les pays presque au même niveau de responsabilité. Il y a le mécanisme de transparence sur la finance, il y a la reconstitution du fonds vert plus la nouvelle cible. C'est les trois enjeux sur la finance qu'on est en train de voir. Et si on n'a pas des réponses adéquates, minimum, ça va être très compliqué. Et donc on n'a jamais vu un groupe africain qui commence dès maintenant en première semaine à pousser sur vraiment le président, il ne bouge pas de la salle, il est assis. Et quand chaque sujet arrive, il a tous les négociateurs qui viennent derrière lui et on dit au président, non, votre document, on rejette votre document. Dès maintenant. C'est quoi la différence entre l'aide publique au développement et la finance climat? Est-ce que dans les 56 milliards qui sont en train d'être annoncés comme déjà dépensés, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il faut bien qu'on ait une traçabilité et qu'il y ait une transparence autour de ça. Le deuxième élément par rapport aux aspects de finance, c'est que de façon générale, la tendance est à la baisse de ce qui a été promis. Tout d'abord par rapport au fonds vert pour le climat. Au titre des résultats positifs pour la COP24, il y a le groupe africain qui vient d'adopter le test faisant du Bénin, le pays qui abritera le CIRAC, le Centre international de recherche pour une agriculture résiliente au changement climatique. Désormais, avec le groupe Afrique, des négociateurs, nous avons réussi à l'inscrire déjà dans les conclusions des négociations et tous les États africains pour cette initiative avec le Bénin. Nous sommes obligés d'adapter nos producteurs, nos structures, nos bénéficiaires à la résilience à ce changement climatique. Et donc, au niveau de nos États, nous allons veiller à faire le plaidoyer et le lobby nécessaire pour que les États puissent prendre conscience pour dire qu'il faut protéger nos terres. Les nouvelles idées prennent le temps que cela prend pour se concrétiser. Et il faut s'assurer que chaque pas qui est fait est un pas sûr. Parce que sur de tels chantiers, quand on fait de mauvais pas, souvent c'est difficile de se relever.
Le représentant de la commissaire. En attendant la session ministérielle et celle des présidents pour entériner ces acquis, le Bénin peut donc se frotter les mains d'avoir franchi un pas de géant dans cette négociation climat. Autre élément dans ce journal, les jeunes seraient les plus touchés par la corruption. C'est la raison pour laquelle ils doivent être mis à contribution pour lutter contre ce fléau. À l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre la corruption, l'Autorité nationale de lutte contre la corruption met cette frange de la population au cœur de son programme. Clotaire Awekou. Compter sur la jeunesse pour gagner la bataille de la corruption, c'est l'objectif de la célébration cette année de la Journée nationale de lutte contre la corruption. Les jeunes étant les cibles vulnérables des actes de corruption, l'approche inclusive de tous les acteurs met en pole position cette importante frange de la population de notre pays estimée à 49%. L'Autorité nationale de lutte contre la corruption a fait un programme pour s'occuper de la jeunesse. Aujourd'hui, la jeunesse constitue près de 49% de la population du Bénin, sinon même plus. Et donc, l'avenir est compromis pour la jeunesse si nous ne faisons rien pour lutter efficacement contre la corruption. Parce que l'argent qui rentre dans les poches privées du fait de la corruption pouvait bien servir à réaliser des infrastructures socio-communautaires, à créer des conditions favorables pour que l'emploi puisse être au rendez-vous pour les jeunes, à faire en sorte que l'avenir de la jeunesse soit prospère dans notre pays. Et pour le faire, nous devons nous lever aujourd'hui pour travailler dans ce sens. Faire en sorte que ça puisse aller de l'avant pour que nous puissions, au lendemain, dire à la jeunesse, voici ce que nous avons pu faire pour vous garantir des avenirs meilleurs dans notre pays. Pour faire en sorte que l'horizon éclairci que nous souhaitons pour la jeunesse de notre pays puisse être au rendez-vous le plus tôt possible. Quid des impressions de quelques compatriotes? Le phénomène de la corruption, d'abord, c'est un problème, c'est un grand problème. Et ça gangrène notre pays. Donc, pour améliorer et corriger cette situation, il faut penser non seulement aux jeunes, parce que c'est aussi un problème d'éducation. Il faut sensibiliser bien les jeunes sur ce fléau. Si c'est que les jeunes de nos jours n'arrivent pas à s'épanouir, n'arrivent pas lorsqu'ils doivent déposer des dossiers, n'arrivent pas à passer dans un ordre rigoureux et qu'on doit passer au-dessus d'eux pour pouvoir passer, alors que peut-être des gens qui étaient très loin le nord pour venir à Cotonou pour pouvoir faire passer des dossiers et sont obligés de faire 4 jours, 5 jours et les opportunités sont en train d'être ratées. Ça fait que les jeunes préfèrent trouver des moyens pour pouvoir plus encourager la corruption, pour pouvoir avoir la chance de passer tôt que de rester dans la réglementation et dans la normalité. Donc je pense vraiment que c'est une très bonne initiative pour pouvoir, si c'est qu'on amène plus les jeunes à s'intégrer dans la normalité et qu'on leur prouve vraiment que ça a sa valeur, ils vont vraiment s'intégrer et tout ira bien. Je ne vois pas pourquoi les jeunes s'empressent aujourd'hui d'aller à la hâte pour gagner leur vie et que d'ici à là, ils se retrouvent derrière les barreaux et puis bon, on se dit, qu'en est-il de leur éducation? Qu'est-ce qu'ils ont reçu comme formation et qu'est-ce que ça revient en retour pour la nation en général? Bon, on se dit, le Bénin, quartier latin de l'Afrique, en réalité, bon, si l'éducation ne répondait pas, ne reflétait pas le quartier latin, effectivement, donc, ça ne donne pas une bonne image du pays. Donc, j'exhorte plutôt les autorités à donner un cachet spécial pour cette journée afin que les jeunes soient plus motivés à développer leurs idéaux par rapport à cette journée. Déjà, les jeunes se sont plus ancrés dans la corruption pour s'enrichir leurs poches. Bon, ils luttent pour leur bonheur que de venir et d'exécuter le travail pour lequel ils sont vraiment engagés. Donc, vraiment, c'est le changement de la mentalité qu'il faut exhorter d'abord avant de vouloir éradiquer le mal lui-même. Le dernier rapport de Transparency International sur les États les moins touchés par la corruption et autres infractions connexes met notre pays en 3e place sur les 8 pays dans l'espace UEMOA, en 5e place sur 15 pays dans l'espace CEDEAO,
en 15e place sur 55 pays en Afrique et en 85e place sur 180 dans le monde. L'approvisionnement en énergie électrique en Afrique continue d'être au cœur des politiques publiques et des initiatives internationales. Pour les pays africains, la question de l'énergie est un enjeu vital car il ne peut y avoir d'industrialisation et de développement sans accès à l'électricité. Et pourtant, la production est inférieure à la demande, ce qui provoque une insécurité énergétique. Michel Egbert, Ulvaeus Balogun. Plus de 800 millions d'habitants issus de près de 48 pays au sud du Sahara continuent de vivre aujourd'hui sans électricité. Une situation qui s'explique en partie par l'inaccessibilité aux réseaux nationaux de distribution, d'autant que 63% de la population d'Afrique subsaharienne réside en zone rurale. La capacité installée de toute l'Afrique n'est que d'environ 115 gigawatts pour près d'1 milliard d'habitants, soit 13% de la population mondiale, mais seulement 4% de la production énergétique. Cette situation constitue une contrainte essentielle à nos performances tant économiques que sociales. Elle résulte d'un retard de longue date que nos États ont commencé à accuser en termes d'investissement et de réalisation dans le domaine énergétique. L'enjeu, désormais, est de mettre fin au paradoxe de l'absence de l'énergie sur le continent africain et de faire passer le taux d'électrification de 30% en 2008 à 80% en 2020, puis à 100% en 2030, et de réduire le prix moyen de l'électricité à 60 francs CFA le kilowattheure en 2020 et à 30 francs CFA le kilowattheure en 2030. Nous avons aujourd'hui élaboré un plan sur les 15 prochaines années. Ce plan comprend la mise en œuvre de plus de 22 000 km de lignes de transport d'énergie électrique et la construction de projets prioritaires de plus de 15 000 MW, donc entre 2019 et 2033. L'ambition est grande, d'autant que l'accès à l'électricité en Afrique est un enjeu économique déterminant pour garantir la sécurité d'approvisionnement des populations et ainsi faciliter l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. L'inexistence de réglementation adéquate ou l'obsolescence des lois existantes, l'utilisation massive des combustibles fossiles polluants, les difficultés de maintenance des équipements de production, de transport et de distribution, l'essor grandissant des énergies renouvelables, le changement climatique et la gestion inadéquate des ressources humaines disponibles sont quelques facteurs de risque qui méritent une analyse approfondie. La gestion du risque, notamment la recherche et la sécurité des approvisionnements, représente donc un enjeu fondamental pour les politiques énergétiques de nos pays. Et pour y arriver, il importe dorénavant de mutualiser les expériences réussies et de procéder au développement des compétences en misant entre autres sur l'énergie renouvelable. Car à cause de la pénurie d'électricité, l'Afrique perd 2 à 4 points de croissance chaque année. À l'inverse, une électrification complète entraînerait, selon les estimations, une hausse de sa croissance annuelle de 10 à 15% sur une période de 15 ans. Hors du Bénin au Niger, le fisc ordonne la fermeture des locaux d'Airtel Niger, ceci suite à un redressement fiscal contesté. Cette décision intervient une semaine après une mesure similaire prise à l'encontre d'Orange Niger. Selon Airtel Niger, le redressement fiscal qui lui a été signifié en octobre 2018 représente environ 70% de ses revenus annuels et n'est aucunement justifié. L'opérateur rappelle qu'il a récemment opéré un renforcement de son réseau pour faciliter l'accès à la 3G et qu'il est le seul opérateur à avoir acquis une licence 4G en avril 2018. Et ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi.